Bonjour à tous pour ce nouveau podcast. Donc aujourd'hui on est accompagné de Cédric, anciennement directeur de secteur chez la Banque Postale, il va nous en dire un petit peu plus, et nouvellement DAF chez Prévensis. Donc on va retracer un petit peu ton parcours, on va te laisser te présenter. Et voilà. Aujourd'hui il n'y a que moi, pas de Damien qui est malade, le pauvre, mais c'est pas grave. Donc j'accueille Cédric à Bordeaux. Et on va voir un petit peu ensemble tout son parcours et est-ce que être directeur c'est un métier de rêve ou un métier plutôt cauchemar. Voilà. Avec grand plaisir. Donc alors bonjour et merci surtout de nous accueillir dans ce podcast délocalisé. Eh ben il faut. Qui est plutôt cool. Donc du coup je t'écoute. Alors présente-toi déjà peut-être pour que les internautes sachent qui. Bonjour à tous. Donc comme tu as dit Cédric, je suis arrivé récemment en tant que DAF chez Prévensis. Alors j'ai la petite particularité en fait de connaître Prévensis du coup depuis la création, puisque j'ai fait partie de la création donc avec Damien et Lucien. Donc il y a 4 ans on a créé le groupe. Donc c'est plutôt très cool de vous rejoindre. Donc merci pour l'accueil et tout, c'est génial. Bon, on est nous aussi contents de t'avoir à 100% enfin avec nous. Yes. Puisqu'on a vraiment quelqu'un qui s'occupe de la partie admin à proprement parler, financière et aussi un peu RH. Du coup, ce qui fait vraiment du bien. Carrément. Et du coup, pour continuer pour la présentation, donc effectivement, j'étais directeur de secteur à la Poste. Alors avant ça, j'avais fait donc je travaillais dans un gros groupe d'assurance qui est en alternance puis en CDI, qui est français, donc un petit peu patriote quand même, trois lettres. Je donnerai pas, on ne citera pas le nom, mais les meilleurs pourront deviner. Et donc après, j'avais une formation plutôt finance, on va dire. Et je souhaitais faire du management, un petit peu comme je pense tout le monde, la majorité des jeunes. On ne sait pas trop ce que c'est le management, on veut être manager parce qu'on a des bonnes idées, mais c'est un métier qui fait plutôt rêver et donc on a envie. Donc j'ai tenté l'aventure, j'ai fait un master en alternance. Et ensuite j'ai quitté donc Toulouse, où je suis parti à 300 km pour rejoindre en fait le groupe La Poste. Donc il faut savoir que le groupe La Poste c'est aussi la Banque Postale, puisque ça fait partie, quand vous êtes manager, quand on est manager et directeur de secteur là-bas, on gère en fait le côté banque et le côté courrier. Ah ouais, d'accord, ça je savais pas. Ouais, en fait tu gères donc tout sauf les facteurs. On va dire, en général, quand je me présente, c'est ça, je gère tout sauf les facteurs. Ça fait un bon résumé pour la majorité. Donc c'est regroupé en fait en termes d'agences et de bureaux de poste. Alors les vrais diront des bureaux de poste. Et donc je gérais en fait l'est d'Angoulême, on va dire. Donc beaucoup plus dans le nord. Donc c'est pour ça que je suis parti. J'ai fait la moitié de la France. Donc c'était plutôt sympa. Et je suis arrivé en fait là-bas sur un programme de directeur de secteur junior, puisque j'avais 23 ans, 24 ans même, ça fait 4 ans. Et donc je suis arrivé, en fait c'était La Poste, le groupe La Poste qui voulait un petit peu qui voulait donner des chances aux nouveaux managers et donc qui offrait des opportunités pour des jeunes. Donc en l'occurrence, nous on était 17 dans toute la France. Donc tu vois, t'en avais pas beaucoup. C'est peu, ouais, c'était peu. Et surtout en fait voilà, donc t'arrivais là-bas. Et donc tu avais une période de formation de 8-9 mois, et après on devait en quelque sorte te parachuter sur un secteur. Donc en fait moi ma formation elle a duré 6 mois à peu près, et après on m'a directement mis en fait sur un secteur. Ok. Ouais. Et du coup tu dirais que c'est quoi les avantages et les inconvénients d'être directeur dans un gros groupe comme celui-là? En fait, donc déjà directeur, on va pouvoir on en parlait avec Damien l'autre jour. Alors directeur, c'est aussi manager de proximité dans notre cas, puisqu'on n'est pas dans le COMEX, on n'est pas dans le top management. Par contre, on va manager autant des salariés, autant des commerciaux, par exemple, en ligne directe, ou autant des managers. Donc en fait, il y aura 2 types de management, ce qui va être totalement cool pour apprendre le management. Mais assez dur et assez, en fait ça va être très varié. Après en termes d'avantages, dans des gros groupes on voit beaucoup de choses. Tu vois pas mal de choses, t'échanges avec beaucoup de services, donc ça te permet d'échanger, mais à la fois t'es quand même spécialisé, contrairement dans une TPE où en fait tu vas devoir faire tout. Ouais. Voilà. Et à la fois en même temps que je te dis ça, au final La Poste, étant donné que je te dis tu gères le courrier, le bancaire, etc., donc au final tu fais quand même beaucoup de choses.
Donc en fait, on va dire que le plus gros avantage dans des gros groupes, c'est les perspectives d'évolution. Ok, ah oui. Voilà. Et accessoirement les salaires qui sont plutôt cool. Ouais, qui sont, même très cool. Ok, et plutôt les inconvénients, du coup, ce serait la charge de travail, quoi, grosso modo, et puis le fait que tu pilotes beaucoup de monde, ou ça, c'est pas vraiment un inconvénient? Ouais, alors tu pilotes, moi dans mon cas, je pilotais entre une vingtaine, voire un peu plus, et c'est monté des fois, parce que pendant 2 mois j'ai eu 2 secteurs, donc c'est monté jusqu'à 40 à peu près, une quarantaine de personnes. Ça après tu le retrouves aussi dans les petites entreprises, dans les TPE, tu le retrouves dans les TPE. Le gros avantage dans mon cas au niveau de la poste, c'est qu'en fait c'est une école de management de malade, parce qu'en gros tu vas manager tous les profils mais qui peut exister. Tu vas passer du salarié au fonctionnaire, à la personne de 18 à 77 ans comme dit un grand chanteur, mais je sais même plus si c'est vraiment ça les paroles, mais en vrai tu vas passer sur tous les profils et donc c'est vachement, t'apprends énormément quoi. C'est dur mais à la fois t'apprends énormément et en vrai c'est une vraie école. Moi ça m'a beaucoup servi, mais c'était vraiment cool, l'expérience c'était cool. Ok, donc pas forcément d'inconvénients, si ce n'est alors peut-être au bout d'un moment ça va être usant quoi. Alors après, Après, c'est peut-être pareil aussi dans les petites entreprises. On peut le voir avec Damien qui fait énormément de choses aussi. Donc pour le coup, c'est clairement, ça peut être usant au départ. Moi, je me rappelle toujours la première fois quand je suis arrivé à la Poste. Alors c'est une petite anecdote à la fois positive ou négative, je sais pas, mais sur le métier de manager, je suis arrivé, j'étais commercial, je connaissais rien, j'étais pas du tout manager, donc je connaissais pas vraiment le métier de manager à part celui, on te fait un master pendant 2 ans, on te parle de manager, mais au final, on te fait miroiter soit des salaires, soit des postes, mais en vrai, t'as jamais ça à la sortie des études. Ou alors très rare, où tu fais une école de commerce à 40 000 balles, et là t'auras ça. Et moi je me rappelle souvent, en fait, je suis arrivé premier jour. Je suis, du coup, j'étais avec un tuteur, et à la fin de la journée, je me dis, ouais, mais c'est ça, manager. En fait, tu fais rien. Ma vision au départ, c'est, je fais rien. Donc, tu passes d'un côté commercial, où en fait, le commercial, il crée réellement de la valeur. Toi, t'arrives, tu crées de la valeur, tu vends. En gros, t'as tes chiffres à la fin du mois, si tu les as pas fait, c'est ta faute. Techniquement, oui, si tu les as fait, c'est grâce à toi, puisque techniquement, c'est toi qui produis. Le manager, il produit pas, lui, c'est pas palpable en fait ce qu'il a à faire. Donc je suis arrivé étant donné que j'avais pas de mission, j'avais pas d'historique, premier jour je me dis en fait c'est cool quoi. 6 mois plus tard, je me dis pas, ou 1 an plus tard, je me dis pas du tout la même chose quoi. En fait, et ça c'est le plus gros inconvénient, mais c'est qu'importe la taille de ton entreprise, c'est qu'en fait t'as une pression psychologique qui peut être élevé. Je connais un manager qui faisait partie de la formation et qui a d'ailleurs fait un burn-out par rapport à ça, puisque tu as une pression psychologique qui est énorme, puisqu'en fait gérer de l'humain, tu gères pas du papier, tu gères pas du papier, tu gères pas des robots, et gérer de l'humain c'est quand même ultra complexe, et il faut que toi manager en fait t'aies une sorte de prise de hauteur qui soit énorme. Et oui, il faut s'adapter aussi à chaque profil, à chaque personne. Il faut accepter qu'il y ait des gens qui soient forcément moins impliqués ou très impliqués mais qui ont des problèmes, des choses comme ça quoi. Et clairement. En fait, tu t'adaptes à tout type de profil. Ton management, le management un petit peu militaire comme il y avait jadis, en gros ça marche pas. Surtout dans le contexte où je travaillais, en fait souvent le pouvoir était aux collaborateurs. Les managers eux, pouvaient en quelque sorte se faire jeter si jamais les missions n'étaient pas accomplies, etc. Et donc là, si tu vas à l'encontre en fait de tes collaborateurs et tu leur dis il faut faire ça, etc. Tu donnes pas de sens, tu donnes rien du tout. Là, ça marche plus quoi. Surtout maintenant où le rapport a changé de travail. Notre rapport avec le travail a changé. Ouais, aujourd'hui, c'est vrai qu'on en parle aussi souvent dans les podcasts au niveau des psychosociaux, des valeurs, ainsi de suite. On cherche un intérêt à travailler et on veut être en phase avec. Quand je dis on, c'est la généralité de ce qu'on voit au quotidien en faisant des DU et en travaillant avec beaucoup de boîtes. C'est vrai qu'il y a c'est palpable quoi, cette envie de travailler pour quelque chose qui représente nos valeurs, avec une entreprise avec laquelle on est en phase en fait, tout simplement. Clairement. Ouais. Clairement. C'est.
Ben, on a répondu à beaucoup de petites questions que je voulais te poser, notamment sur la différence entre le management dans les grandes entreprises et dans les TPE, où en fait, si on résume ce que tu as dit en 2 mots, ben, c'est pas forcément en termes de nombre de personnes, puisque TPE, en fait, puisque toi, en tant que directeur dans un gros groupe, vous allez être démultiplié par rapport à une TPE. Ouais, alors. Mais par contre, t'es pas au COMEX, donc ça, c'est peut-être des grosses différences. Est-ce que tu peux nous en parler un petit peu sur ce que ça implique ? Ben déjà, la première chose, par rapport aux équipes, je pense que le manager, en règle générale, t'as pas de différence entre en termes d'équipe, puisque un manager, souvent, je crois qu'il y avait des études qui sont parues. En vrai, si tu veux être vraiment efficient dans ton boulot, faut que tu manages, une dizaine de personnes. Donc en fait, que tu manages 10 personnes dans une TPE ou 10 personnes dans une grande entreprise, le contexte, le travail sera le même, le contexte sera différent, les moyens seront différents, mais le travail sera le même. Donc ça, en vrai, il n'y a pas de différence. Et ta deuxième question, j'ai oublié. Et du coup, en fait, est-ce qu'il y a une différence ? Enfin, une des différences que moi je peux voir d'après ce qu'on a dit, c'est que quand tu es dans une grande entreprise, tu vas pas forcément faire partie du CODIR ou du COMEX. Et est-ce que ça, du coup, c'est différenciant pour manager des équipes, parce qu'en fait tu as des comptes à rendre, ou du moins on te donne des missions que tu dois redonner, et c'est pas toi qui crée les propres missions comme tu peux le faire aujourd'hui chez Préventis. Yes, clairement. Alors là, clairement, c'est vrai que j'avais pas pensé à le dire, mais en fait, clairement, tu as une grosse différence. Quand tu es dans un gros groupe, c'est pas toi qui fais. Donc, t'es pas dans le COMEX. Le COMEX, c'est quoi ? C'est le top management, c'est ceux qui font, en règle générale, ta stratégie. D'accord ? Donc pour faire la stratégie du groupe, la stratégie de ton entreprise du quotidien, ils vont prendre en considération plein d'éléments, plutôt réels, exogènes, enfin vraiment plein d'éléments. Et en gros, dont d'ailleurs t'as pas forcément connaissance, et ils vont te pondre en quelque sorte une stratégie. Et donc toi, t'es là pour l'appliquer. Donc t'es là déjà d'un pour la comprendre, de deux pour l'appliquer. Et surtout pour donner du sens à tes collaborateurs sur ces stratégies-là. Donc si tu l'as compris, si tu l'as compris, que tu l'acquiesces en quelque sorte, ok, dans tac, tu donnes du sens comme si c'était toi qui l'avais mise. Par contre, la différence, c'est que si tu trouves qu'il y a des incohérences avec le terrain, des incohérences, on peut en entendre parler en vrai, des incohérences avec ton quotidien, et tu te dis ouais, c'est pas trop ça, etc. Ben toi, étant donné que ton boulot, c'est de donner du sens à tes collaborateurs, ben là, tu auras beaucoup plus de mal en fait à retranscrire cette stratégie. Mais c'est ton boulot. Ton boulot, tu dois amener une équipe vers le top, vers le sommet. Et donc pour l'amener, si on parlait du management militaire, tu es obligé de donner du sens. Faut plus dire faut faire ça, non, faut faire ça. Alors pourquoi on fait ça, t'expliques, etc. Donc c'est vrai que si t'acceptes pas forcément la stratégie, ou si t'es pas dans la stratégie, ça va être plus compliqué que dans une petite entreprise où le manager peut être dans une TPE ou PME, enfin même une PME, jusqu'à même 100, 200, 300 collabs, où là t'es clairement dans la stratégie, et donc là tu vas en fait la stratégie, tu vas mieux arriver à donner du sens puisque c'est toi qui l'as construit, ou du moins tu participes en fait à son élaboration. Comme ce qu'on fait nous chaque année chez Préventis, où on est comme ce qu'on fait, c'est clairement en fait t'as moins d'interlocuteurs. Donc déjà, typiquement, la stratégie, elle redescend plus facilement. Et puis après, c'est toi qui l'as mise en place, donc tu sais pourquoi tu fais les choses. C'est clair, ça c'est sûr. Donc c'est plus simple. Tu nous as déjà livré une petite anecdote. Est-ce que tu aurais une anecdote, disons une pire anecdote, quelque chose qui est alors soit un peu marrant, soit vraiment qui t'a marqué dans ton ancien travail ? Oui, alors en plus c'est vrai que quand on préparait les questions, j'ai essayé de réfléchir. Il y en a plusieurs, mais j'ai pas fait j'ai pas réussi à faire une différence entre les deux. La première, c'est juste une remarque que j'ai eue d'un collaborateur qui pour moi me paraissait, qui pour moi m'a fait plaisir. C'est en gros, quand j'ai pris mon poste de manager, j'arrivais dans un contexte qui était assez compliqué, parce qu'en fait l'ancien directeur de secteur s'est fait un petit peu rétrograder, donc on a sorti l'ancien directeur, et donc moi je suis arrivé, il y avait la passation de pouvoir en fait, sous une demi-journée tu passes les dossiers, tu présentes l'équipe, etc. Et c'est vrai que ce que mes adjoints m'ont dit, et une de mes adjointes m'a dit, c'est qu'à la fin, j'ai trouvé que t'as vachement respecté l'ancien directeur, parce que je suis arrivé, j'avais laissé mes affaires dans la voiture, un truc tout con, j'avais laissé mes affaires dans la voiture, et je suis arrivé, je me suis présenté, etc. Et j'ai attendu que l'ancien directeur parte pour déballer mes affaires, pour sortir mes affaires. Donc en fait,
c'était par rapport au respect. Donc, mine de rien, manager, t'es pas là pour te faire aimer. Enfin, t'es pas là pour être aimé. Moi, je l'ai dit souvent, t'es vraiment pas là pour être aimé. T'es là pour faire un job, mais si on peut dans une bonne ambiance. Mais si tu supportes pas être détesté, c'est mort, quoi. En fait, ça va te prendre trop psychologiquement, tu vas pas y arriver et tu vas craquer. Et donc, mais mine de rien, tout le monde aime bien se faire aimer. Et là, c'était plutôt intéressant et j'ai plutôt apprécié. Et après, justement, dans ce contexte-là, de se faire aimer ou pas, des fois il y a des moments où c'est un peu plus complexe avec certains, et comme je te disais, à la poste tu manages des personnes donc qui ont souvent 18 jusqu'à 60 ans, mais on est plutôt sur du 50-60, et c'est souvent des personnes qui ont vécu énormément de choses. Déjà c'est des personnes géniales qui ont l'amour du maillot un peu. Parce qu'en fait, ça fait 30 ans qu'ils sont chez la Poste. Ça fait 30 ans qu'ils sont à la Poste. Et bizarrement, en fait, et puis ces personnes-là, on les appelle les postiers. Tu vois, va trouver dans une entreprise alors à Airbus, on les appelle les Airbusiens, tu vois. Mais va trouver une marque employeur ou une entreprise qui déteint en fait sur le nom de ses collaborateurs. C'est ouf. Donc c'est génial. Après nous on est des préventifs. On est des préventifs. Du coup on est génial, quoi, tu vois. Ouais. Comment se mettre un petit peu de sauce. C'est clair. Non mais en vrai tu vois, les entreprises, et mine de rien, même quand on le dit préventif, de suite l'engagement collaborateur il est démultiplié. Et même au cowork on nous appelle comme ça et ainsi de suite. Donc ça c'est vrai que c'est assez rigolo. Ça reste depuis 3 ans. Mais clairement. Donc du coup t'as une attache quand même à ton entreprise. Et donc pour en revenir à la Poste, c'est vrai que ces personnes-là, elles sont attachées, et puis elles ont 30 ans de boîte, comme tu viens de dire. La Poste, il y a 30 ans, il faut savoir, c'était un ministère. Tu n'es pas forcément là pour dégager du bénéfice. Tu raisonnes pas comme une entreprise. Dans les années 2000, tu passes en entreprise, donc là tu dois dégager du résultat positif. Donc tu as les ressources, tu as les charges, ça te fait ton résultat. Et on te demande à vendre. Donc en fait, toi tu as été recruté pour distribuer des timbres, du jour au lendemain on te demande à vendre. Donc c'est pas forcément des commerciaux. Donc t'en as des fois qui ont du mal à le vivre, et ça je peux le comprendre. Et d'ailleurs je leur ai dit, quand je suis arrivé, si vous n'avez pas été recruté pour être commerciaux, par contre, donc là moi j'aurai zéro problème avec vous, je commencerai à avoir des problèmes avec vous si jamais vous faites pas l'effort d'essayer. Vous essayez pas. Après, on ne leur mettra jamais autant d'objectifs que des commerciaux. Et donc là, ça arrivait où en fait, j'avais des entretiens individuels où j'avais une personne qui était contre ces objectifs, contre tout ça, et qui avait 60 ans. Et bien là, il a fallu en fait dire à cette personne-là, donc après de multiples reprises, lui dire que, écoutez, non, en fait, t'es plus dans le mood, tu n'es plus ce qu'on te demande. Où va falloir changer, donc va falloir soit te décider à prendre ta retraite, soit évoluer sur un autre métier, mais changer, parce que toi déjà tu te sens pas bien, parce que tu ne supportes pas les pressions des objectifs, même si on te la met pas beaucoup. Et puis nous on nous demande des résultats, quoi. Donc en gros, c'est vrai que cette personne là du coup a commencé à un peu pleurer. Donc toi, quand t'es un peu t'as un cœur, quoi, donc tu vois une personne qui a 60 ans qui commence à pleurer, ça peut être compliqué. Mais ce qui est cool, c'est qu'elle est revenue vers moi en me disant, en fait, j'ai de la chance de vous avoir. Je comprends que je sois plus dans le mood, je sois plus dans le moule. Mais par contre, j'ai de la chance de vous avoir, parce que je sais que d'autres managers auraient été ultra cash et voire violent verbalement. T'as été compréhensif, quoi, ça que tu dis. Ouais, en gros, ok, vous êtes dans le truc. Et en vrai, tu pars d'une expérience qui est un peu négative, mais si tu restes humain, si tu restes bienveillant, au final. Eh oui. De toute façon, c'est des choses qu'on a déjà abordées, mais qui font complètement sens avec ce que tu dis. Le management, ça s'apprend. Donc, comme tu l'as dit, tu as été accompagné, ainsi de suite. Donc, effectivement, t'es fait ou non pour être manager. Et il faut avoir un petit peu d'empathie. Enfin, je pense, il faut avoir quand même un petit peu d'empathie, savoir faire la part des choses. Mais l'agacement ou la méchanceté, peut-être n'a pas sa place dans le management. Clairement. Ouais. Mais du coup, c'est ce que je disais en fait. C'est que pour te permettre, toi, le sujet, c'est en quelque sorte, est-ce que c'est mauvais ou bien en fait d'être manager, mais
pour toi, pour bien le vivre, managérialement parlant, il faut que tu prennes de la hauteur de ouf. Et oui. Si tu permets, en fait, si toi tu prends de la hauteur, ben déjà tu prendras moins les choses à cœur et tu arriveras plus à l'exprimer. Et ce sera mieux pour tout le monde. Clairement. Ouais. Ok. Avant de passer aux petites questions des internautes, est-ce que tu peux nous dire en 3-4 mots quels sont les plus gros risques auxquels sont confrontés les managers ? Je pense qu'on l'a dit, je pense que tu as un risque psychologique qui est plutôt ultra élevé. Ouais. T'as des risques. Après, t'as des risques aussi d'harcèlement. Ok. T'as des risques d'harcèlement. Parce que tu l'as très bien dit. Alors, manager, ça s'apprend. Mais en même temps, je suis pas persuadé que tout le monde puisse être manager. Moi, je suis un peu. Il y a un truc qui me dérange des fois. C'est souvent dans des grands groupes, tu es commercial, tu évolues comme ça, ensuite tu es manager, ensuite t'es directeur, etc. Et je suis pas persuadé, je pars du principe que tu peux être un très bon joueur mais pas un bon entraîneur, et vice versa. Tu peux être un très bon entraîneur et pas un bon joueur. Donc en fait, avec ce raisonnement-là, tu vas fermer des portes à des mecs qui managérialement seraient top, génial, mais qui aiment pas vendre. Voilà, bon. Et à côté de ça, tu vas ouvrir des portes de management ou d'évolution professionnelle à des gens qui adorent vendre, mais qui ne supportent pas déléguer. Et en fait, c'est ça le problème manager, parce qu'en fait, j'en reviens à ce que tu disais au départ, c'est que tu arrives, quand tu passes de commercial à manager, en fait, tu produis plus. Donc en fait, quand tu viens voir que tu as tes collaborateurs, tu sais que tu peux y arriver sur ces chiffres-là. Tu sais vraiment, t'es convaincu. Mais à la fois, tu peux pas vendre parce que c'est pas ton rôle de vendre. Donc tu es obligé de faire vendre à tes collaborateurs. Et du coup, c'est plus toi qui es maître de ta production. Ouais. Donc après, tu peux vite tomber dans le burn-out, la pression psychologique, l'harcèlement via tes collaborateurs. Je pense que tu as 2 grands risques. Après, si tu en as d'autres, moi je suis prenant. Et je dirais du coup par rapport à ce que tu dis, le conflit de valeurs avec soi-même, parce qu'on a parlé envers l'entreprise, mais peut-être qu'en passant manager, parfois on perd ce qu'on aime faire. Ouais. Du coup, et voilà. Moi typiquement, pour le coup, je m'occupe de toute la partie commerciale chez Préventis. Donc plus on aura de personnes, plus ils vendront et moins je vendrai. Mais ça, c'est typiquement quelque chose que j'ai pas envie de perdre. Donc j'aimerais toujours à terme m'occuper au moins des grands comptes, ce qui sont des choses sur lesquelles je prends vraiment du plaisir. Ouais, mais du coup, la vraie question, c'est est-ce que parce que là, toi, ce que tu veux, c'est la relation avec les clients, donc c'est réellement le fait de vendre. Alors le fait de vendre, pas tant que ça va être plutôt la relation client, et ainsi de suite. Enfin, le fait de pas être enfermé juste en interne et de pouvoir avoir du monde autour, ça c'est vraiment ce qui m'anime, de créer des projets, de discuter avec les personnes, de monter un projet. Plus c'est long, plus c'est bon. Mais c'est vrai que pour le coup, c'est assez vrai dans les projets qu'on fait. C'est assez vrai pour le coup parce que sur des gros projets, je trouve que c'est vraiment l'animation qu'on a, les relations qu'on peut créer avec le client, comment monter un projet, ainsi de suite, c'est hyper prenant, mais c'est hyper satisfaisant quand à la fin tout le monde est content et que l'entreprise elle reste avec nous pendant des années, quoi. Et ce qui est marrant, ça peut répondre à la problématique, mais qu'est-ce que toi, alors on change de rôle en fait, on change de rôle. Clairement, qu'est-ce qui te plaît en fait, pourquoi t'aimerais être manager? On en a jamais parlé en vrai tous les deux, mais qu'est-ce qui te plaît dans le management et pourquoi, qu'est-ce qui t'attire? Enfin, plus, qu'est-ce qui t'attire? Parce que en vrai, c'est la pédagogie, je pense. J'adore échanger avec les gens, les accompagner et qu'on ait des accomplissements communs. Je pense que c'est des choses qui m'animent beaucoup. Et du coup, je pense que ça va avec. Ça va avec, et puis aussi, j'ai pas du tout peur des responsabilités. Même à l'inverse, je trouve que c'est quelque chose qui m'anime aussi. Et voilà, de fait, de fil en aiguille, voilà pourquoi ça me plaît le management, quoi. Ouais. Je crois que je suis pas trop mauvais. Faudra demander à Iba et Thomas. Je crois que ça, on leur demandera, je crois qu'on les voit tout à l'heure, donc on va leur demander, mais... Ok, bon, on rééchange les rôles. Vas-y. Et on va terminer, ça fait mine de rien un petit moment qu'on discute, c'était très sympathique. On a eu 2 petites questions des internautes. Dis-moi. Voilà, donc la première c'est, est-ce que pour toi, manager signifie compétence? Et alors tu as déjà répondu. J'ai déjà répondu, ouais.
Pour résumer. Du coup, non. Pour moi, manager, c'est un état d'esprit. Plus un état d'esprit que de compétences. Et c'est peut-être même une compétence. Ouais, à la limite, en vrai, tu peux le tourner là. C'est vrai que, ouais. Enfin, pour la petite anecdote, moi, quand j'ai fait le master de management, je dénigre absolument pas les écoles, ok. Mais quand j'ai fait mon master de management, j'aurais préféré potentiellement, après, avec du recul, faire un master beaucoup plus spécialisé. Parce qu'aujourd'hui, je trouve que, et d'ailleurs, ça se démontre dans le travail, dans le marché du travail. Je trouve qu'en fait, le management, c'est un état d'esprit. C'est une compétence que tu vas développer, t'as raison. Mais par contre, t'as toujours besoin de la technicité. Donc j'aurais fait un master un peu plus spécialisé, je sais pas, dans la finance ou quelque chose comme ça, parce que c'est ce que vont demander les entreprises, et après, via des processus de recrutement, etc., RH ou des tests, etc., mais ils vont aller cibler ces compétences managériales. Mais du coup, ah oui, voilà, compétences managériales. Mais parce que pour le coup, sinon on retombe dans ce que tu disais, qui est le fait de pas forcément devoir être bon en tant, par exemple, en vente, ou de pas forcément surkiffer ça, mais d'être plutôt stratégie et management pour piloter des commerciaux. Après, en fait, t'as certains domaines d'activité qui te demanderont que tu sois manager, et surtout manager de proximité, une certaine technicité. Après, c'est normal. Ouais, bien sûr. Par exemple, en banque, je te prends l'exemple de la banque. La banque, si tu fais une licence, si tu as une technicité en banque, tu peux avoir un master en banque ou en finance, ou je sais pas, mais pas forcément être bon commercial. Et donc là, on retombe dans ce que je disais, c'est qu'en gros, t'es bon technicien, mais t'es pas bon commercial. Commercial. Ok. Et ensuite, la dernière question, c'est mon manager, il est plus payé que moi, alors qu'on a les mêmes missions. Est-ce que c'est normal ? Alors là, je veux pas de conflit de valeur, je veux pas de conflit avec l'employeur, donc. Après, est-ce que c'est normal ? Après, en général, selon les entreprises, déjà, tu as des grilles. Après, il peut y avoir tellement de choses. Il peut y avoir l'ancienneté. Potentiellement, ça peut être qui est le mieux payé dans ce cas-là ? Est-ce que c'est le collab ou est-ce que c'est le manager qui est mieux payé entre les deux, ou qui est sous-payé ? Il y a potentiellement une différence d'ancienneté, une différence après de mission, non. Mais techniquement, non, c'est pas normal. Après, est-ce que c'est pas normal parce que la personne... c'est pas normal que tu aies le même salaire, un manager ou un collaborateur. En fait, en plus, pour le coup, pas citer de nom d'entreprise ou quoi, mais il y a certaines boîtes où le manager va être moins payé que le salarié. Parce que, typiquement, il y a notamment dans certains métiers plus techniques, où en tant que salarié, tu vas avoir des primes liées, je sais pas, des primes parce que tu travailles dehors, parce que tu fais de la hauteur, et ainsi de suite. Alors que le manager, lui, va piloter tout ça, donc il va pas être soumis à ces primes-là. Et donc, en fait, sur le papier, il est plus payé, mais à la réalité, à la fin du mois, il l'est moins. Mais également, on peut aussi dire autre chose, c'est que je trouve que c'est normal qu'un manager soit plus payé dans certains cas, attention, parce que ses missions sont différentes, et il va être moins facilement remplaçable qu'un autre. Alors, je dis pas que n'importe qui est trop utile ou inutile. Je dis juste que pour être bon manager dans une boîte, il faut déjà avoir une petite culture de la boîte, il faut être là depuis un petit moment, il faut savoir, puisqu'il faut pas oublier non plus, que si de même j'ai un commercial qui est pas là pendant 3 mois, parce que pour X raisons, c'est moi qui vais prendre sa place. Techniquement, enfin, dans l'idée, le manager, il a des compétences sur normalement à peu près tous les métiers qu'il va diriger, et du coup rien que ça, c'est quand même une plus-value qui est pas négligeable. Alors après, tout est à prendre avec des pincettes, bien sûr qu'il y a des cas particuliers, mais dans la logique des choses, moi ça me choque pas qu'un manager soit plus payé que quelqu'un qui n'est pas manager. Ça me choque pas. Alors ça me choque pas, je suis totalement d'accord avec toi, mais plus par rapport aux responsabilités qu'il y a derrière. S'il y a quelque chose qui va pas, c'est le manager qui prend. Après, sur le fait de ce que tu as dit, je pense qu'après c'est par rapport le fait de faire à la place d'eux, de savoir faire à la place d'eux. Moi je sais que à l'heure actuelle, sur mon précédent poste, il y a des choses que certains mais N-2 faisaient, je suis incapable de le faire. Bien sûr. Je suis pas partisan après de ce principe-là, mais je pense que ça tu l'adaptes selon déjà ton équipe. T'as une équipe de 3 personnes, t'es manager, logique. T'as une équipe de 30 personnes. En général, les 30 personnes sont pas le même profil.
Donc, ce qui est différent. Et là, tu vas pas pouvoir faire tout. Par contre, toi, ton rôle, c'est de faire tout fonctionner pour un peu un chef d'orchestre en fait. C'est la finalité, ça. Chef d'orchestre. Ben ouais, il faut. Hein. C'est ça. Pourtant, le chef d'orchestre, c'est pas jouer à plus de trombone que le trompettiste. Fait plus de. Je suis pas assez calé un chef d'orchestrie. C'est vrai. Non. Et je crois que j'ai dit un mot qui n'existait pas du tout. On le reverra au replay. C'est pas grave. Bon, ben écoute, super. En attendant, ben nous, on attend vos avis aussi dans les commentaires, parce que c'est quelque chose qui est un peu clivant, bien sûr. Notamment la dernière question sur le salaire, et c'est vrai que et je peux comprendre aussi que tout le monde n'ait pas le même avis, donc c'est hyper intéressant de pouvoir en débattre et en discuter. En attendant, Cédric, je te laisse, on va aller se boire une petite bière, et en attendant, on vous dit à très bientôt sur les podcasts des Préventifs, et ciao ciao. Ciao ciao.